is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ces chroniques d'Alira. Je suis très heureux de vous accueillir avec la team habituelle. On a aujourd'hui Cyril, Virgile et Daniel. Hello, salut tout le monde. Est-ce que on se représente ou est-ce que tout le monde nous connaît parmi les gens qui nous regardent déjà? Il faudra bien à un moment donné. Il faudra bien. Allez, en 2 mots, donc moi je suis Jérémy Wauquiez, le président d'Alira. Cyril, tu es formateur des développeurs chez Alira. Tout à fait. Virgile. Rédacteur pour Alira de la newsletter et participant au live. Et Daniel. Directeur pédagogique chez Alira. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat comme d'habitude. Et on va attaquer tout de suite avec un premier sujet qui a été un petit peu chaud ces dernières semaines, qui est la question de WorldCoin. Alors WorldCoin, vous savez que c'est ce projet qui a été initié par Sam Altman, le dirigeant de OpenAI, qui est notamment connu pour avoir fait ChatGPT. Et donc, son raisonnement, dans les grandes lignes, c'est l'IA va remplacer tous les humains et va détruire tous les revenus. Je grossis un peu le trait. Et donc, il faut des revenus pour les gens qui sont des humains. On va créer un jeton qui va permettre à tout le monde d'avoir un revenu garanti. Et pour faire ça, on va scanner l'iris des gens pour prouver qu'ils sont vraiment des gens. Cyril, je crois que tu as regardé un petit peu le sujet. Qu'est-ce qu'on en pense de ce sujet de WorldCoin ? On en pense que c'est déjà un très bon sujet de débat. Sur les 2 points de vue que tu as pu notamment préciser, sur aussi bien la gestion d'une personne, comment on sait qu'une personne est une personne, et sur la gestion en fait d'un revenu universel. C'est 2 sujets qui sont extrêmement intéressants et qui sont liés en fait exactement, comme ils le pensent, aux évolutions de la société. On est dans un monde qui peut sembler être de plus en plus inégalitaire, donc un revenu universel peut faire sens. On est dans un monde où l'IA peut grandir, donc du coup, il faut quelque chose pour la combattre. Et donc du coup, comment déceler l'humanité ? Pour faire un petit tour, je vais quand même un petit peu préciser plus en amont ce qu'ils font chez WorldCoin. Ils ont vraiment l'envie d'être un truc supranational, d'être complètement au-dessus des gouvernements et de ce genre de choses, en étant à côté, en réalité, et de se mettre en tant que fournisseur d'identité décentralisée. Vraiment, ils sont dans une volonté de décentralisation, ce qui est plutôt pas mal. Alors, décentralisés, mais ils ne sont pas vraiment décentralisés, parce que si tu scannes l'iris des gens, à quel moment tu es décentralisé, en fait ? C'est là où est un petit peu le truc. Je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Ils scannent l'iris des gens avec un petit objet qui s'appelle les orbes, qui sont des petites sphères shiny. C'est très beau. Et en fait, en les scannant, ils vont mettre la preuve de l'existence de la personne sur une blockchain. Et ensuite, ils suppriment les scans.
Donc en En fait, tout ce cas, hash, sur c'est un Cyberpunk. espèce de hash de ton iris qui se retrouve sur la blockchain. C'est Exactement. pas ton iris en tant que tel. Exactement. Et c'est plutôt fun parce que vraiment, il hache l'iris et il y a un réel truc on peut voir en fait le hash de l'iris. On peut expliquer ce que c'est qu'un hash d'ailleurs, parce que alors, je sais que parmi les gens qui nous regardent, là, il y a beaucoup d'apprenants. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire coucou les apprenants dans le chat. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas des apprenants ou qui savent pas ce que c'est qu'un hash ou qui imaginent que c'est le truc avec lequel tu coupes le bois. C'est quoi du coup un hash? Un hash, c'est tout simplement un algorithme qui permet d'avoir une représentation digitale de quelque chose en quelque chose d'autre. Donc très souvent, c'est utilisé pour le chiffrer et c'est aussi utilisé pour réduire la taille en général de la donnée de départ. Alors, il y a des termes aussi français pour ça, parce que c'est vrai que parfois, ça nous est un peu dit. On parle aussi d'empreinte numérique. Tout Condensat. simplement. Il y avait certains qui Un utilisaient le mot. condensat, et un condensat, tout à fait. Alors, on appelle ça condensé parce que, comme l'a précisé Cyril, en fait, ça condense une donnée qui peut être immense, comme le scan d'un œil, qui peut être en très haute résolution, en un certain nombre de caractères, 256, 512 octets, ça va dépendre, ou bits, ça va dépendre en fait du algorithme de hash qui est utilisé. Et en fait, le terme d'empreinte numérique, il est très bon parce que ça permet à tout le monde de bien comprendre. C'est comme une empreinte de doigt. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as l'empreinte de doigt, on ne sait pas qui c'est, d'accord? Par contre, on peut savoir que si on a la même personne et qu'on veut savoir si c'est cette personne-là, on peut lui demander de prendre ses empreintes. Ce qui veut dire que le fait d'avoir le hash de l'iris, je ne défends pas la chose, mais j'explique pourquoi ils ont fait ça. Ça veut dire que si à un moment donné, tu viens récupérer tes tickets de rationnement, d'accord, parce que l'IA a pris ton boulot et que tu veux avoir ta dose de farine mouillée, bah, tu vas venir, on va te scanner l'œil, le truc il scanne, il fait le hash, il vérifie sur la blockchain que c'est bien, il te retire une ration ou il t'en rajoute une, je ne sais pas, il supprimerait, si tout se passe bien, le scan et tu aurais ta portion. Donc en fait, l'empreinte numérique est une bonne solution dès qu'on aborde en fait le fait de savoir si une donnée est vraie sans la stocker. Parce que du hash, on ne peut rien obtenir. Et c'est l'idée d'ailleurs des ZKP. C'est le principe d'un ZKP, c'est de la preuve sans divulgation en fait de la donnée initiale. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont vraiment cette volonté de décentralisation avec on met ce hash dans la blockchain et en plus de ça, ils vont quand même très loin. C'est-à-dire que aussi bien leur smart contract que le software qui est à l'intérieur de l'orbe, tout ça, c'est complètement open source. Waouh. Et ils le mettent sur Ethereum, c'est ça? Ouais, c'est sur Ethereum et c'est sur Arbitrum. Ok. Sur les deux. C'est un L2 de Ethereum. Exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, dans l'idée, si on a envie, on peut très bien acheter leur objet, une orbe. En tout cas, ils disent que ce sera faisable dans le futur. Et construire derrière son propre software si on le souhaite, construire sur le software existant et ainsi de suite. Donc là, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un orbe sur leur site et ensuite scanner l'iris de tous mes voisins un par un en leur disant vous inquiétez pas, ça va vous permettre d'avoir des WorldCoins, vous allez voir, c'est cool. Exactement. Et bon, tout ça, à quoi ça sert? Bah, ça sert à avoir une identité numérique. Et à quoi ça sert une identité numérique? Bah, ça sert tout simplement à pouvoir, par exemple, se connecter sur son application favorite de manière facile, en prouvant qu'on est bien une personne et une seule personne. Ouais. Le fait d'être une personne, c'est un truc qui est très courant, sur lequel la plupart des sites essayent de le gérer. On essaye de le gérer avec, vous savez, prouver que vous êtes une personne en cliquant sur les feux de la circulation, et en fait, c'est impossible parce que à chaque fois, c'est entre deux cases. Ce genre de truc. Bah, en fait, ça, c'est pour prémunir du spam, très souvent. C'est pour faire en sorte que les gens n'aient qu'un seul compte, par exemple, un seul compte Facebook ou ce genre de choses. Et c'est très compliqué à mettre en place, en fait. Ouais. Et ce truc très compliqué à mettre en place, ils y arrivent finalement d'une manière un peu particulière, mais qui fonctionne, parce que bah, tu es obligé de te déplacer, donc tu es obligé d'être un humain pour pouvoir t'y déplacer. Ils gardent preuve de ton déplacement avec ça, et selon eux, c'est la seule chose qu'ils gardent. On leur donne pas d'email, on leur donne pas de nom, de prénom ou quoi que ce soit. On vient juste avec son app sur lequel on s'est enregistré et on dit bonjour, je suis bien un humain, et ils valident que vous êtes un humain parce que vous avez une iris et que vous êtes un humain. Ok. Donc voilà. Après, le truc, c'est que forcément, ça amène plein de sujets de discussion, ne serait-ce que sur ce principe même de preuve d'être un humain. Est-ce qu'on a envie d'avoir la preuve d'être un humain ? Est-ce que c'est facile, finalement, d'avoir ça ? J'ai vu dans le chat qu'il semblait à la personne qu'il n'y en avait pas à Paris, enfin en France. C'est réel, il n'y en a actuellement pas en France. Il y avait des locaux de WorldCoin jusqu'à peu, chez lesquels on pouvait aller, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas d'accessibilité à leur technologie en France. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on a envie, par exemple, que notre identité, elle reste dans le temps avec notamment toutes nos bourdes et toutes nos bêtises qu'on peut faire sur Internet ? C'est pas sûr. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un droit à l'oubli qui est prévu dans WorldCoin ?
On peut C'est pas si supprimer. évident que ça. C'est pas Ok. si évident que ça. En fait, Et- le truc, c'est que tu es sur la blockchain, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. La transaction sera visible. D'ailleurs, pour rebondir sur un truc qu'a dit Cyril tout à l'heure, parce qu'il a parlé de web, vous savez qu'en fait, le fait de prendre une donnée qu'on veut garder secrète et de la hacher pour vérifier que tu possèdes bien la donnée, c'est ce qui se passe avec les mots de passe. Les sites ne conservent pas vos mots de passe, ils prennent le mot de passe, ils le hachent, c'est le navigateur qui fait ça, si c'est bien fait, et après, ils vous envoient le hash et ils comparent le hash. Et en fait, c'est pour ça que quand vous demandez, quand vous avez le mot de passe oublié, vous demandez de le réinitialiser pour la bonne et simple raison qu'il ne l'a pas, tout simplement. Et les quelques vieux sites, parfois on trouve des vieux sites gouvernementaux que je ne citerai pas, Moi non plus. qui, quand vous leur demandez le mot de passe, vous envoient votre mot de passe en clair. Alors là, normalement, il faut tirer au 12. Hein. C'est illégal, hein, parce que c'est la preuve qu'ils ont votre mot de passe en clair dans leur base de données. Et Tout ça, à fait. c'est non, quoi. C'est le pire truc possible. C'est pas bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande souvent de ne pas avoir le même mot de passe sur une application à une autre. On en profite pour faire un peu d'hygiène numérique, hein, après tout c'est un peu notre métier. Allons-y. C'est pour ne pas avoir le même mot de passe sur tous les sites, parce que si d'aventure vous avez mis votre mot de passe sur un vieux site gouvernemental qu'on ne citera pas, eh ben effectivement, si quelqu'un tombe dessus, il va tester. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tester sur Gmail, sur les grands comptes. Donc, globalement, vous avez soit une manière d'avoir un bout de mot de passe et un truc que personne ne pourra deviner, relatif à chaque site. Chacun a sa tentouille, ou vous utilisez des logiciels qui sont entièrement dédiés à ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais je reviens sur WorldCoin. T'as regardé, est-ce que tu as regardé, Cyril, un petit peu ok, donc imaginons, vas-y, je suis chaud, je veux me faire scanner l'iris. Je prends leur orbe, je me fais scanner l'iris. Pour le dire en une phrase, combien de sous est-ce que je gagne avec ça et comment c'est conçu? Comment ils ont décidé de la quantité de thunes qu'ils distribuaient aux gens, etc. Pas beaucoup. Et en plus de ça, ça va dépendre des pays. Je dis ça dépend des pays parce qu'il y a plein de régulations qui font que. Par exemple, en Amérique, on peut se faire scanner et on gagne 0 sous. Par contre, si t'es Kenyan, tu te fais scanner, tu gagnes $50. Ce qui est à peu près un tiers du revenu moyen mensuel Tu d'une gagnes pas personne. un truc régulier tous les mois avec le système? Et en plus de ça, tu vas gagner un truc régulier tous les mois, mais tu as un cadeau de bienvenue. Ok. Et ton cadeau de bienvenue, il va dépendre aussi. Du coup, juste pour revenir à ce truc-là, pour l'orbe et la sécurité, il y a plein d'enquêtes en cours, notamment de la CNIL, qui est associée à l'Office bavarois, un truc comme ça, qui gère le dossier en Europe. Donc, il y a plein de recours un peu partout parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe s'ils ont une brèche de sécurité avec les iris. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, les applications qui utilisent WorldCoin elles-mêmes ont des brèches de sécurité qui font qu'on peut relier à une personne précise l'ensemble de ces données. Donc, il y a plein de questions qui se posent autour de la privacy. Et aujourd'hui, du coup, les enquêtes sont en cours autour de ça, même si c'est pas un sujet qui est tout nouveau. Hein. Le principe même de preuve de personnalité, c'est un principe qui est assez récurrent. Mais pour revenir à tes questions, du coup, en effet, sur WorldCoin, ils ont créé donc un token à côté. C'est un ERC20 dont le contrat est disponible sur Etherscan. Tout le monde peut aller le regarder, le vérifier. Donc voilà, ils sont pas shady là-dessus du tout. Et donc, le fait est qu'ils donnent en effet un cadeau de bienvenue si on vient chez eux, un coin qui a de la valeur. Hein. Aujourd'hui, il vaut 1,50$, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont vous donner au moins quelques WorldCoin tokens quand on vient scanner l'iris. Et en plus de ça, pourquoi ils font ça en réalité ? Leur idée, c'est de dire on va décentraliser et donner aux gens sur Internet la preuve de possession déjà de leur humanité. Et en plus de ça, on va leur donner accès à un nouveau monde financier qui va être prouvé par la personne derrière. Et donc, on va mettre en place un revenu universel, #Benoît Hamon 2017. Globalement, c'est l'idée d'avoir tout le temps un revenu régulier qui nous est donné parce qu'on est humain, en fait, tout simplement. Je sais que tu avais des choses à dire dessus, Jérémy. Ouais, Enfin, on est humain, on a une iris, c'est pas pareil. On a une iris. D'ailleurs, attends, mais ça, c'est un vrai sujet. Excusez-moi, au niveau accessibilité, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que est-ce qu'on a un orbe à côté de chez soi, mais est-ce qu'on a une iris ? Il y a des gens qui naissent sans, il y a des gens qui naissent complètement aveugles, machin. Donc, du coup, même ça, d'un point de vue accessibilité, c'est pas ouf. Mais bon, bref, passons. Et il y a aussi un autre point qui est tout ce qui est biométrie par empreinte numérique. Il va y avoir des orbes piratés, c'est-à-dire des orbes en fait qui préenregistrent les hashes qui sont envoyés et qui font que vous allez choper la ration de votre voisin. Parce qu'en fait, stocker une empreinte, c'est très facile. Donc globalement, voilà, moi je vais me régaler, ça va être très amusant à observer. Bien sûr, la coercition est possible. Après, tu parlais du revenu de base et tout ça. Moi, c'est vrai que c'est une idée qui pour moi, en fait, je veux dire autrement, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une société dans laquelle le revenu de base n'est pas juste généralisé et accepté comme étant un truc évident
qui devrait exister, quoi. Ça a tellement de bénéfices économiques et tellement de bénéfices sociaux que en fait, je comprends pas pourquoi c'est pas déjà là. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait beaucoup intéressé. En fait, cette idée de faire du revenu de base sur la blockchain, c'est une idée qui est presque aussi ancienne que les blockchains en vérité. Moi, je me souviens d'un projet dans lequel j'étais impliqué il y a 6 ou 7 ans qui s'appelait la June d'Uniteur, qui s'appelle notamment la monnaie libre. Et c'est un projet dans lequel l'idée de base, c'était de se dire il faut que les êtres humains soient à égalité face à la création monétaire. Les gens qui s'intéressent aux cryptos savent en général que la création monétaire est partout. Hein. Les euros que vous utilisez sont issus de la création monétaire qui vient des prêts. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Regardez sur Internet, vous allez trouver ça. Mais en gros, les euros que vous manipulez viennent de dettes qui sont contractées par d'autres. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde à égalité face à la création monétaire en disant tout le monde reçoit tous les mois, tous les jours, tous les X un montant et la monnaie est créée comme ça. On crée 10% de monnaie nouvelle par an et on la distribue à parts égales entre tout le monde. Donc ensuite, on se dit mais ça va faire de l'inflation, etc. Oui, mais on s'en fout parce qu'en fait, la monnaie est distribuée à tout le monde. Donc ça fait de l'inflation qui est prévisible parce qu'on connaît l'évolution de la masse monétaire à l'avance. Donc ça, pour les commerçants, pour les gens, c'est incroyable parce que plutôt que d'être dans un système où en fait il faut jouer aux devinettes pour savoir si la banque centrale va décider d'augmenter, de baisser ses taux, de faire des programmes de quantitative easing ou de quantitative tightening en rachetant de la monnaie, etc. Enfin bref, et du coup c'est un cauchemar parce que personne n'est capable de prévoir l'évolution de la quantité d'argent dans le système, qui est une donnée fondamentale pour l'économie. Et en fait, avec un système comme ça, on a de la prévisibilité, on a de l'égalité de tout le monde devant la création monétaire. C'est comme le droit de vote, quoi. Tout le monde a un droit de vote, et tout le monde a un dividende universel à une portion de création monétaire. Ouais. Et tu peux même gérer l'inflation avec plein de petites choses. Tu peux par exemple dire que ta monnaie a une durée de vie limitée, qu'il y a une quantité qui est burnée si elle n'est pas utilisée. Enfin, tu as plein de mécanismes qui peuvent en même temps assurer la répartition et éviter et puis voilà, 10% d'inflation si tout le monde en a, comme tu dis. Au moins tout le monde est puni à la même enseigne. Il n'y a pas l'effet cantillon qui fait que tout le monde ne la subit pas pareil. Ouais, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, alors désolé, je fais pas souvent de politique, enfin je fais plus souvent de politique, mais je rebondis quand même là-dessus sur, on est beaucoup à avoir des idées de gauche. Alors je veux pas faire, je veux pas faire du macronisme, hein, mais vraiment pas. Mais sur ce truc en particulier, sur le revenu de base, pour moi c'est une idée qui devrait mettre tout le monde d'accord, indépendamment de savoir si on est de gauche, de droite, libéral ou pas. En fait, il y a des arguments de tous les bords politiques pour accréditer le fait que c'est une bonne idée. Il y a des arguments de gauche, sociaux, etc. Mais il y a aussi des arguments de droite plus libéraux sur le fait que oui, ça permet de mieux faire fonctionner les systèmes, quoi. Bref, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez aller voir effectivement la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde qui parle de ça. Mais après, voilà, pour faire un parallèle entre les deux, Doniter d'un côté et WorldCoin de l'autre, le problème dans ces systèmes-là, c'est toujours comment on fait pour identifier de manière unique les gens. Parce que, évidemment, dès qu'on a un incentive financier à dire je m'inscris dans ce système-là, forcément, on a envie de créer 10 comptes, quoi. Et si on crée 10 comptes, on explose la confiance dans le système et ça ne fonctionne plus. Donc, il faut que le système puisse empêcher que les gens créent 10 comptes. Donc, WorldCoin, c'est avec les iris. Doniter, c'est une toile de confiance. C'est vraiment très décentralisé. Doniter, c'est une toile de confiance où les gens disent oui, lui, je le connais, je sais que c'est un humain, donc je certifie on-chain que c'est bien un humain. Et à partir de mémoire, à l'époque où j'étais, c'était 5. À partir de 5 personnes déjà certifiées comme étant des humains qui vous certifient vous aussi comme étant un humain, eh bien, vous faites partie du réseau et vous recevez votre dividende universel. Donc, moralité, il faut au moins que tu aies 5 potes dans la vie. Il faut qu'ils soient certifiés. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que, en effet, ce sujet existe depuis pas mal de temps. J'avais juste envie de citer comme ça d'autres méthodologies pour faire de la preuve de personnalité. J'ai envoyé d'ailleurs le lien dans le chat aux gens de l'article de Vitalik sur ce sujet-là et qui est assez long, qui est assez complet, qui est assez intéressant. Le grand projet dans la blockchain aujourd'hui autour de la preuve de personnalité, c'est Proof of Humanity, qui est un projet de Kleros et dans lequel en fait on se filme avec son adresse sur une pancarte écrite de manière manuscrite et on dit voilà je suis telle adresse et je suis une personne. Et le truc c'est que évidemment se filmer c'est plutôt pratique, a priori on a l'impression que c'est assez safe, sauf qu'en fait non, parce qu'on a du deepfake, parce qu'on peut réutiliser la vidéo plusieurs fois, parce que et ainsi de suite. Il faut en fait se rendre compte à chaque fois de ça. Donc finalement, utiliser des preuves biométriques
allège un petit peu le travail de vérification en fait des personnes. Enfin, est-ce qu'on est bien devant une personne ou pas? Il y a plein de sujets comme ça. Tu vois, tu citais, je me rappelle plus du nom, mais en gros le principe d'avoir un graphe en fait de personnalité. Proof of Euh, unit. Ouais. Bah du coup, il y a Circles qui fait ça, Gitcoin Passport dans les gros sujets. Il y en a d'autres qui demandent aux gens est-ce que vous êtes un humain par des puzzles à réaliser sur Internet, notamment Idena. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui essayent de résoudre ce problème, mais en fait, à chaque fois, ces trucs-là sont associés à des UBI, donc à des Universal Income Token. Mais par contre, derrière, bah, ça a jamais trop pris, en tout cas sur la plupart de ces sujets-là, ça a pas trop pris. Et c'est vrai que WorldCoin a eu du succès. Et juste pour revenir un petit peu à la genèse, le WorldCoin est sorti en juillet 2023, donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que ça a fait l'actualité de manière très récente. C'était en place déjà depuis 2 ans, donc depuis 2 ans, ils travaillent sur le projet et ainsi de suite. Et ils ont déjà envoyé un peu partout dans le monde leur orb pour pouvoir créer en fait de l'identité. Et il faut savoir que c'est quand même pas rien, c'est 2 millions de personnes qui ont déjà scanné leur iris. C'est même un peu plus que ça. Moi, ça me Donc paraît c'est pas un incroyable. petit truc, quoi. Ouais, bah, ils ont pris 2 ans pour scanner tout le monde entier. Et ils l'ont fait évidemment dans des pays qui sont très souvent en voie de développement, pour qui finalement avoir un revenu régulier est quelque chose d'extrêmement important. Nous, petits Européens qui avons notre salaire, on est bien. Mais par contre, quand tu es Kenyan et en fait que tu ne sais pas de quoi tu vas vivre le lendemain, parce que tu n'as pas de salaire et de sécurité sociale, et ben en fait, c'est beaucoup plus simple de venir adresser ces populations-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 30% de ces 2 millions sont en Asie, 30% sont en Afrique. Et le reste, c'est surtout de l'Amérique du Sud, bon, avec des disparités enfin, il y a des inégalités de richesse dans tous les pays d'Amérique du Sud. Mais du coup, voilà, en tout cas, l'Europe et les États-Unis ne sont pas le principal client de ces solutions-là. Et notamment, tant et si bien qu'aux États-Unis, on peut se faire scanner et ne pas recevoir de l'argent parce qu'en fait, les tokens sont interdits aux États-Unis pour le moment. La SEC, elle est un peu rigoureuse là-dessus. Donc voilà. Ok, bon, à suivre. Combien de temps faudrait-il pour scanner la Terre entière? Bon, alors là, Il faut du temps. Tout le monde ne voudra pas forcément être scanné non plus, quoi. Ça fait aussi partie du folklore. En vrai, Après- ils ont quand même plus de 1000 orbes disséminés à travers le monde. Ça va assez vite. Les gens sont très heureux de se faire scanner l'iris. On voyait des files monstrueuses quand c'était sorti en juillet devant chacune des orbes et les gens étaient là genre oh oui, je vais me faire scanner, je vais participer au nouveau mouvement international machin. Donc à tout moment, on a une petite épidémie en effet, comme dit XDR-Kush, peut-être de stupidité plus que d'autres choses. Bref. Après, tu sais, il suffirait de dire que pour rentrer dans un restaurant, tu as besoin d'avoir scanné ton iris et puis ça ira. Hein, Bah, c'est ça. Ça a déjà marché. Hein. En fait, c'est là où la CNIL, elle essaye d'être rigoureuse. C'est dans quelle mesure, en fait, on se retrouvera un peu à un moment où on aura une réputation avec notre ID en ligne, on sera autorisé à aller à certains events et pas à d'autres, ou alors certains events seront uniquement autorisés pour les personnes qui sont scannées. Enfin, tu vois, genre, on peut imaginer ce genre de truc, et notamment si ça tombe entre des mains, disons, peu sérieuses et peu scrupuleuses, bah, c'est pas forcément top. Tant que c'est full décentralisé et ce genre de choses, on est content, nous ça nous va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une personne qui est derrière et qui va pouvoir faire n'importe quoi avec notre identification. Mais voilà, il y a toujours des risques associés en fait à ce genre de sujet. carrément. Ok, bon, allez, passons au sujet suivant. À suivre en tout cas l'évolution de WorldCoin et de ses petits camarades du revenu de base. Les projets amonistes sont parmi nous. Mais moi, je suis trop chaud de voir ça, en tout cas, grossir, parce que c'est des sujets qui sont d'une importance capitale, notamment dans un monde futur. Et c'est une bonne, en tout cas, c'est quelque chose qui existait déjà, c'est une bonne poussée de ces sujets-là sur le devant de la scène, donc c'est intéressant. Enfin, d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu sur le sujet du revenu de base, sur le fond du sujet, allez vous convaincre en regardant des documentaires. Il y a un très bon documentaire de Arte notamment sur la question et qui explique en quoi c'est fondamentalement une bonne idée en fait à tous les niveaux et en quoi ça permet de booster la société. Enfin, en gros, que vous soyez quelqu'un qui a une fibre sociale et qui veut juste éradiquer la pauvreté, ou que vous soyez un libéral qui n'en a rien à foutre de la pauvreté et qui veut juste développer à fond la société, dans les deux cas, la conclusion, c'est la même. Il faut faire du revenu de base. Donc, mais je vous laisse aller jeter un œil si vous voulez sur ces documentaires qui sont assez passionnants.
Alors, sujet suivant. Le sujet suivant, c'est la décentralisation permet-elle d'échapper à la loi? Alors, peut-être, on va dire en introduction de ce sujet-là, nous, chez Alira, on préconise de respecter la loi. Voilà. C'est dit, on l'a dit. Plus simple au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours. Maintenant, on se pose la question de manière évidemment tout à fait théorique, mais plus, enfin pas théorique, mais plus philosophique en vérité, de savoir si, est-ce que la décentralisation c'est un bon outil, enfin c'est un outil qui permet ou pas d'échapper à la loi. Et alors pourquoi est-ce qu'on a pris ce sujet-là? On a pris ce sujet-là notamment parce que il y a quelques semaines, la SEC a infligé une amende à 3 protocoles DeFi différents, dont Opin, qui est un protocole qui permet de faire du stacking d'Ether et de stablecoins 14%. sur différentes stratégies. 17% actuellement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Faites attention à vos sous. Et ces protocoles-là ont pris des amendes de la part de la SEC de plus de 100 000 euros, 250 000 pour certains d'entre eux, 200 000, etc. Et j'avoue que, en fait, on a mis ce sujet-là parce que quand j'ai vu la news sortir, moi, je trouve ça presque hilarant. Un protocole décentralisé reçoit une amende comme une vulgaire entreprise. On va se dire, mais comment ça se fait? Comment c'est même possible s'ils sont décentralisés, ils ne sont pas supposés pouvoir recevoir d'amende, quoi. Et en fait, ils reçoivent des amendes parce que derrière ces protocoles, il y a des entités qui existent, des entités juridiques, qui sont enregistrées dans le Delaware, donc des entreprises, et qui développent, contrôlent plus ou moins le protocole dans les faits. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint un débat qu'on a beaucoup eu en interne dans l'équipe d'Alira sur finalement la finance décentralisée, on l'a appelée décentralisée. Mais est-ce que c'est pas un tout petit peu trompeur? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de l'appeler Open Finance? C'était à un moment un nom qui était sur la table, puisque fondamentalement, le fait que ce soit Open Finance, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez accès aux smart contracts, vous pouvez lire les descriptifs des smart contracts, et donc vous savez exactement comment votre argent, vos tokens, etc. vont être utilisés. Par contre, decentralized, pas toujours, quoi. En tout cas, apparemment pas suffisamment pour éviter de prendre des amendes du régulateur. Déjà, on peut rappeler ce que c'est qu'un protocole décentralisé de manière assez rapide. On va considérer que c'est décentralisé à partir du moment où le code est disponible sur un réseau qui lui-même est décentralisé, donc le smart contract très souvent sur un réseau blockchain. Et en plus de ça, il faut, pour que le protocole soit vraiment décentralisé, il faut que l'équipe n'ait plus un accès direct à la gouvernance du sujet. Disons qu'en tout cas, la gouvernance est très souvent laissée aux utilisateurs du projet, et ça devient une DAO, et donc du coup, il est complètement décentralisé le projet à partir du moment où sa gouvernance, en plus de sa technique, est décentralisée. Tout à fait. Et on peut même rajouter plus. Pour moi, un vrai décentralisé, c'est que le projet a été fait et qu'on a jeté les clés. Il y a des projets comme ça, décentralisés, où on a jeté les clés. C'est-à-dire que le code existe, il est pérenne, il sera là tout le temps. Et si à un moment donné, quelqu'un, un groupe ou une communauté veut proposer mieux, elle propose mieux à côté, puis les fonds vont naturellement migrer doucement avec le temps. Il y a aussi, par exemple, on a eu la semaine dernière, il y a 2 semaines, Mark Zeller, parce qu'effectivement, il y a une partie de AV qui a été mis en DAO, et il y a une entreprise qui a un salaire, qui paye des charges, mais qui est employée de la DAO. C'est ça aussi qui va être important. C'est-à-dire que quand tu as une DAO, la DAO peut être décidée d'avoir un budget, dont ce budget servira à payer des gens. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que les lois n'attaquent que les humains. La loi ne peut pas attaquer les octets, elle n'attaque pas des trames sur Internet. Par contre, elle attaque des êtres humains ou des entreprises par l'intérieur de ces êtres humains. C'est-à-dire que même si on a une DAO, le problème qu'il va y avoir, c'est que s'il y a des entreprises qui sont prestataires de la DAO, et qui, par exemple, pour faire de la publicité ou pour faire de la machin, ces gens-là pourront être judiciairement atteignables. Donc c'est toujours un grand problème, mais c'est un problème qui est vieux comme Internet. Hein. Donc je trouve passionnant comme sujet. Ouais, complètement. Après, si vous voulez, si je peux me permettre de mettre les pieds dans le plat, c'est Vas-y. que pour la décentralisation, est-ce qu'elle aide à échapper à la loi? Je réponds de manière catégorique, oui, parce que il y a eu pas mal de hacks, notamment Ronin Bridge et Harmony et le hack d'Harmony. Eh bien, c'est des hacks qui ont été causés par la Corée du Nord, et tous les fonds qui ont été volés
eh bien, ils ont tout gardé et même si on a remonté la piste jusqu'au hacker, eh bien, pour l'instant, il n'y a aucun contrôle sur les fonds et c'est eux qui les possèdent et qui font ce qu'ils veulent avec. Donc, quand bien même les régulateurs américains essayeraient de faire quelque chose, par exemple en censurant les blocs, tels qu'on a pu les voir la semaine dernière, enfin non, l'année dernière plutôt, il n'empêche que si on suit si on suit certaines bonnes pratiques, eh bien la blockchain peut échapper à la loi, quand bien même on aurait fait des grosses exactions. Puis il y a le Ouais. truc classique de si à un moment admettons, on a une DAO dans notre protocole, si la DAO fait passer un vote pour un changement de code, admettons, genre un upgrade sur un code, que le code lui-même amène à des problématiques de perte de capital ou ce genre de choses, parce qu'il y a un bug dedans, un hack possible ou quoi, bah, qui est responsable? Est-ce que ce sont les gens de la DAO? Est-ce que ce sont les voteurs de la DAO? Est-ce que ce sont les créateurs du protocole? Qui est responsable en fait des exactions d'un protocole qui lui-même est décentralisé, notamment dans sa gouvernance? Il y a des vraies questions à se poser là-dessus, et si on n'a pas de réponse, en fait, on ne peut pas attaquer des gens. Donc c'est vrai que ça peut être échappatoire à la loi de ce point de vue-là. Ouais, complètement. En fait, pour nuancer un peu les propos, tout dépend de notre comportement en dehors de la blockchain, parce que si on utilise Ethereum directement, qui est un réseau, qui est le réseau le plus décentralisé à l'heure actuelle, c'est clair que c'est clair qu'il peut te permettre, il peut te permettre de faire des échanges qui sont incensurables entre guillemets, mais tout dépend si tu prévois de retirer des fonds, il faut prévoir en conséquence ton comportement et surveiller les actions que tu fais en dehors de la blockchain, parce que généralement que tu te fais pister. Bah, Jérémy en a parlé au début du sujet. C'est si la CFTC a pu infliger des amendes à des protocoles DeFi, c'est parce qu'ils avaient une structure au Delaware. Et les structures au Delaware, c'est une société qui est en dehors de la blockchain, et c'est quelque chose qui n'aurait, cette amende n'aurait pas été possible s'il n'y aurait pas eu ce genre de société. Complètement, ouais. En fait, pour moi, un peu la morale de l'histoire, c'est, mais on le sait en vérité, hein, c'est la décentralisation, c'est une question de gradient, quoi. C'est pas binaire. C'est les choses, elles sont plus ou moins décentralisées, et ça vaut pour ça vaut Ouais. pour les blocs elles-mêmes. Ouais. Parallèlement, si on prend par exemple Bitcoin, qui est vu comme étant effectivement un bon exemple de décentralisation d'un point de vue, on va dire, fondation, puisqu'il n'y a pas la fondation Bitcoin, contrairement à Ethereum, oui, mais si par exemple tous les surfing Bitcoin, en fait, les entreprises qui gravitent dans une promotion plus ou moins tacite de Bitcoin, ou en tout cas de sa vulgarisation, si eux ils se disent parler de Bitcoin c'est devient illégal et on vous tabasse, Bitcoin a beau être décentralisé, ça va pas être agréable pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tabasser tous les utilisateurs de Bitcoin, quoi. Ça, c'est la dernière étape. Ça, c'est dans Crypto-Dystopie. On en parlera ce soir à 19h avec Benoît Huguet au Journal du Coin. Ça, c'est exactement moi ce que j'ai peur. C'est qu'à un moment donné, l'usage soit criminalisé. C'est trop tard. It's too late. C'est trop tard. Non. J'ai une petite larme d'espoir qu'on appelle l'humanité, le bon sens, qui est peut-être chez encore nos gouvernants. Et c'est ma crainte, en fait. C'est vraiment qu'en fait, parce que la dernière étape, c'est utiliser un réseau décentralisé et criminel. Point. Et vous n'avez pas le droit de le faire. Oui, mais bon. Enfin, voilà. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas encore assez avancé dans la fascisation. Il y a des pays où utiliser Internet est criminel, hein, donc à un moment donné, moi je. Franchement, Gary Gensler, moi il me donne pas envie. Hein. J'ai pas envie de vivre non plus sous ces réglementations. Président de la SEC. Ouais, c'est clair. Même s'il me fait pas peur à la bagarre, hein, mais bref. Y a-t-il pas une sorte de confusion généralement entre un principe décentralisation et son implémentation sur des aspects divers, qu'ils soient techniques ou fonctionnels? C'est vrai, on parle très souvent de décentralisation sans même comprendre un petit peu ce que c'est. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler et d'essayer de remettre un petit peu des définitions, même si ce sont nos définitions à nous et que chacun en aura une, et que, comme l'a dit Jérémy, il y a des gradients. Mais il y a forcément un moment où on doit réfléchir à comment
faire en sorte d'avoir un produit qui n'appartienne pas à une personne, à une entité qui est au Delaware ou aux îles Caïmans. Et de fait, il y a des règles qu'on peut se mettre, des règles techniques, des règles fonctionnelles pour justement régler cette histoire de centralisation de protocole. Ouais, c'est exactement, comme l'a dit Cyril, la décentralisation, c'est un spectre et actuellement, il y a pas mal d'amalgame entre ce qui est vraiment décentralisé et ce que la plupart des personnes perçoivent comme décentralisé. Et notamment, il y a Token Breeze qui a sorti un article qui commence à dater, mais qui est encore très actuel, qui mentionne différentes appellations pour quantifier le degré de décentralisation entre guillemets et savoir ce qui peut être censuré de ce qui ne peut pas l'être, tout simplement. Ouais, ça c'est un super papier, franchement, pareil, je vous invite à le lire parce qu'il est hyper intéressant. De toute façon, tout ce qui est écrit token, Brice, c'est intéressant en général. Donc, Mais tu vois, même sur cet aspect décentralisation et notamment par la DAO, moi, il y a un truc que je me pose comme question quand je regarde notamment les évolutions des grosses DAO qui font appel à maintenant des organisations bien constituées, les Llama et ce genre de choses, ou par exemple la AV avec la AV-Chan Initiative de Mark Zeller, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on arrive sur une décentralisation, mais qui est poussée par des structures connues et en tout cas existantes réellement. Donc du coup, on est capable d'identifier déjà les personnes, et en plus de ça, on perd un petit peu ce côté, c'est tous les utilisateurs, non, c'est un groupe d'utilisateurs qui met en place certains éléments et qui vont pouvoir un petit peu partager leurs évolutions de protocole. Typiquement, en fait, à faire ça, on se retrouve à revenir vers la loi, en fait, on se retrouve à revenir vers... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a ce côté... On est identifiable et surtout, on se montre en tant que porteur de projet, et notamment dans le cas d'une DAO où on porte un vote d'un projet, quoi. Pour moi, c'est important de pouvoir le faire parce que, comment dirais-je, l'acceptation politique et sociale des cryptos et des technologies blockchain plus globalement, si on est tous anon sans arrêt, qu'on se montre jamais et qu'on se cache, en fait, on va être criminalisé direct, quoi. Donc, le fait de se montrer, pour moi, c'est important. Parce que ça permet d'ancrer les choses en fait, on n'est pas en train de faire des criminels, quoi. On est juste en train d'avoir une activité qu'on est capable d'avoir. Grâce à Worldcoin. En fait, c'est pas vraiment l'anonymat qui est criminel. C'est que en fait, sur Ethereum, tout est tellement transparent et tout le monde a tellement pris l'habitude de s'afficher que finalement, revenir en arrière vers des systèmes plus anonymes, ça semble bizarre en fait. Si on est dérangé par l'anonymat, c'est juste par contraste avec tout l'aspect transparent, tout l'aspect transparent qui est affiché par Ethereum aujourd'hui. Et De toute ça façon, aussi. pardon. Vas-y, Cyril. Non, j'allais dire le truc classique, mais en fait, pourquoi vous vous cachez? Les caméras de surveillance, c'est super bien. Pourquoi vous mettez des cagoules? Vous en avez pas besoin, en fait, si vous êtes des personnes honnêtes. Bref. Ouais, mais ouais, c'est aussi ça le problème. Mais quand vous après, mettez il y des a... enveloppes, quand vous envoyez du courrier, envoyez des cartes postales, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a quand même des travaux pour permettre aux gens honnêtes de réaliser des transactions confidentielles tout en laissant les criminels se faire arrêter. Et d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques semaines avec Privacy Pools. Ouais, complètement. Ouais. Tout à fait. Et on va en parler juste après dans le sujet suivant. Exactement. La transition. Vous m'avez fait une transition, les amis, mais aux petits oignons. Parce que du coup, j'ai envie de vous demander, mais en toute naïveté, si on veut utiliser des blockchains qui sont entièrement basées sur la privacy, qu'est-ce qu'on a comme choix? Et est-ce que ces choix, qu'est-ce qu'on pense du fait qu'il y a une pool qui a passé à plus de 51% sur Zcash? Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est que Zcash? Je ne sais pas si tout le monde connaît parmi les auditeurs, mais est-ce qu'on peut présenter rapidement Zcash pour un peu resituer ce que c'est? Ouais, bien sûr. L'idée de Zcash, c'est d'avoir un réseau distribué et anonyme. Il n'y en a pas beaucoup des réseaux qui sont comme ça. Il y en a deux grands, en tout cas, deux qui ont vraiment du succès. Les deux sont Zcash et Monero. Monero étant aujourd'hui plus utilisé que Zcash.
Mais Zcash existe depuis longtemps, il existe depuis 2016, si je dis pas de conneries. Il a été créé par la Electric Con Company. Si je le cite, c'est parce que ça va revenir au fur et à mesure un petit peu. Et l'idée, c'est de mettre en place des processus algorithmiques et cryptographiques, avec notamment du ZKP, donc déjà en 2016, avec des ZK-SNARK, pour cacher en fait les transactions. C'est-à-dire qu'on fait des transactions, et plutôt que, comme sur Ethereum, comme sur Bitcoin, au moment où on envoie la transaction, on voit la transaction avec le from, donc qui envoie la transaction, on voit qui reçoit la transaction, et on voit la quantité. En fait, tout ça, c'est caché. Et en fait, on n'a que des hashes de ces éléments-là qui sont existants. Et on a à la fin une preuve d'existence de cette transaction. Donc, bon, sur Zcash, juste, je vais répondre aussi à XDRCash. Il existe toujours les Z-transactions. Elles n'ont pas été enlevées. En tout cas, pas d'après ce que j'ai pu faire comme test. Mais par contre, ils ont mis en place un système, donc soit de transactions invérifiables, donc les e-transactions, les shielded transactions, ou alors ils ont laissé en fait des transactions classiques, sachant que Zcash est basé sur Bitcoin avec sa proof of work et ainsi de suite. C'est vraiment le même code que Bitcoin, mais avec une couche de privacy dessus. Ok, donc si je veux dire en une phrase, c'est un coin qui permet d'avoir des transactions en étant privé, quoi. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Et c'est plutôt une bonne idée. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le truc que tout le monde a besoin d'utiliser. De toute façon, en vrai, c'est pas la folie l'utilisation. J'ai un peu regardé hier, il y a 421 millions de capitalisation. Pour un coin, c'est pas énorme non plus. C'est la 73e plus grosse capitalisation au monde. C'est pas incroyable. Par contre, ils ont des bonnes intégrations. On peut utiliser avec Ledger, machin, donc c'est nickel. Et selon leur dire, ils sont le HTTPS de la blockchain, sauf que HTTPS, tout le monde l'utilise, alors que Zcash, en vrai, personne l'utilise. Les transactions, elles sont vraiment très faibles aujourd'hui. Donc bon, mais c'est super intéressant. Et en fait, c'est des outils qu'il est important d'avoir. On peut se dire que avoir de la possibilité d'être anonyme, ou de créer une sorte d'anonymat, en tout cas sur des transactions monétaires, c'est cool. C'est exactement ce qui se passe quand on utilise du cash. Quand on utilise du cash, il n'y a rien qui est visible, à moins que la personne en face de nous valide sur une caisse automatique, en scannant notre iris, ce genre de choses. Mais fondamentalement, on est bien avec le cash. Donc, voilà. Et alors du coup, on s'est retrouvé dans une situation où une pool de minage s'est retrouvée avec plus que 51% du hash rate sur Zcash. Alors peut-être, désolé, je pense toujours aux gens qui nous suivent et qui n'ont pas forcément tout le jargon. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une pool de minage s'est retrouvée avec plus de 51% du hash rate, et pourquoi c'est un problème? Est-ce que c'est vraiment un problème? Alors concrètement, une pool de minage, enfin, on va tout d'abord, pour comprendre le principe de la pool de minage, c'est qu'il faut d'abord expliquer comment le minage fonctionne. C'est que en gros, quand on a un nœud, on a enfin, en tout cas dans le proof of work, on a une certaine puissance de calcul. Mais pour avoir faut avoir aussi une puissance de calcul suffisante pour pouvoir trouver le prochain bloc et avoir les revenus qui sont associés à ce bloc-là. Mais sauf que quand on est mineur comme ça tout seul sur le réseau, eh bien on est en concurrence avec tous les autres mineurs. Donc admettons qu'on ait 1% de la puissance de calcul totale, eh ben, on a une chance sur 100 de trouver un bloc à chaque fois. Et du coup, ça rend les revenus complètement imprévisibles. Donc les pools de minage, eh bien, c'est tout simplement des mineurs qui décident de se mettre ensemble pour pouvoir, avoir une part totale plus grande de la puissance de calcul totale et ainsi avoir des revenus beaucoup plus prévisibles. Mais sauf que là où ça cause problème, c'est qu'il y a une pool de minage qui a plus de 50% de la puissance de calcul totale. Et le risque dans une blockchain en proof of work, en tout cas l'attaque la plus meurtrière qu'on puisse faire sur ce type de blockchain, c'est l'attaque à 51% où on peut décider, enfin en tout cas celui qui contrôle plus de 51% de la puissance de minage totale peut faire des attaques comme censurer des transactions, réorganiser la chaîne, etc., etc. Ok. Et est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que les pools de minage ne sont pas les mineurs, quoi. C'est des mineurs qui délèguent. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment problématique pour vous? Bah, la réalité, c'est que
Pas tant que ça dans les faits, Il s'est rien passé mais en fait. Enfin, ça a il fait, s'est rien passé. ça a fait les news, mais concrètement, il s'est rien passé quoi. Les Ça gens a sont fait les pas news, ça a eu lieu le 23 septembre, donc il y a 2 semaines quasiment. Ouais. Et en fait, c'est toujours le cas. Je suis allé regarder hier les stats pour préparer cette émission. Via BTC, aujourd'hui, ils ont 54%. Alors Donc après, c'est même peut-être au-delà des que 51. tout le monde s'en fout, je sais pas. Bah alors, il y a très certainement de ça, mais il y a surtout un point, c'est le fait qu'on ne soit pas incentivé à pirater le truc et à casser complètement le protocole. En fait, c'est toujours la même chose. Si on décide de ruiner un protocole en faisant n'importe quoi avec, bah on ruine la valeur que l'on a mis dans le protocole. Et est-ce que c'est intelligent de le faire? Est-ce que quand on est une pool qui avons mis des centaines et des centaines de milliers d'euros dans du matos électronique qui permet le minage et ainsi de suite, est-ce que ça vaut le coup de casser le protocole sur lequel on travaille? Alors même qu'on gagne en fait des LEC, donc le token de Zcash, alors même qu'on gagne ces LEC régulièrement, est-ce que ça vaut le coup de les perdre, en fait, de perdre la valeur des LEC? Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu de problème. Et même pire que ça, le ZEC a pris de la valeur depuis le 23 septembre. Mais donc, du coup, c'est un peu bizarre, mais on peut se dire qu'en fait, on s'en fiche. La réalité, elle n'est pas encore une fois aussi binaire que ça. On s'en fiche parce que dans les faits, ça n'a pas eu d'impact. Mais si ça en a, on pète un câble. Enfin, si demain Bitcoin a 51% sur la pool, enfin sur la plus grosse pool, et pendant 2 semaines, il n'y a pas de souci, et qu'au bout de 2 semaines, d'un coup, la pool commence à changer un peu et à faire de la double dépense, waouh, on va vraiment perdre un gros truc sur Bitcoin et on va vraiment perdre la confiance dans le système. Et c'est toute la blockchain qui perdrait en confiance. Enfin, c'est tout un monde entier qui perdrait en confiance. Et tout à fait d'accord. Et en fait, le truc, c'est qu'on dit une pool 51%. Vous savez que les pools sont des entreprises. Les entreprises, il y a un truc qu'on a inventé qui est qu'elles peuvent être d'accord, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une pool qui a 30%, l'autre pool qui a 30%, peuvent décider de se dire on va faire de la double dépense et on va tous les deux valider cette saleté-là. On n'a pas besoin que ce soit une entité qui ait le 51%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi un peu ce spectre que un individu possède 51%. Là, ça devient un peu plus difficile. Là, ça devient un peu plus délicat. Mais la pool, je vous rappelle que c'est des dizaines, voire même des centaines de propriétaires avec leur mineur, avec leur matériel. Eux, ils se disent, moi, j'ai une partie de mon bag qui est en Zcash, la pool est là, ça, moi je me cache, je vais dans une autre pool ou je vais machin. Donc en fait, comme le dit Cyril, ça peut très bien se passer avec une grande pool. C'est pas ça la décentralisation. Je préfère qu'une pool où il y a plein de petits épargnants, on va dire ça, donc des gens qui ont 3-4 machines et 55%, et en fait à l'intérieur c'est des milliers de mineurs, qu'un mineur est 40% et qui se mettent d'accord avec un mineur qui a 20%. C'est pas du tout le même truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça en fait que la notion de pool, tout dépend ce qu'il y a dedans. Ouais, complètement. Tout à fait. Et du coup, juste là, je vais montrer un petit peu le hash rate. Donc on parle de pool, ça ressemble à quoi? Bah, en fait, ici on a Via BTC qui est la pool principale sur Zcash, qui a 50,7% du hash rate. Ouais, d'ailleurs, si tu scrolles un peu, tu peux voir un camembert aussi sur la répartition du hash rate. Je ne l'ai pas. J'ai pas de calendos là. Mais... Ah, autant pour moi. Tu peux nous montrer pour comparaison BTC? Bitcoin, bien sûr. Ouais. La principale, c'est Antpool qui est à 30%. Donc Antpool ne peut rien faire de mauvais en solo. Il faut qu'elle ait l'accompagnement, en effet, comme disait Daniel, d'au moins un autre acteur et en fait même de plusieurs acteurs ici, parce qu'on voit que en fait même 2 acteurs ne sont pas suffisants. Donc pour l'instant, on est assez tranquille, mais il y a aussi Via BTC ici, qui est là. À tout moment, il y a quelqu'un qui monte et les 50% sont obtenus. Déjà, 30%, c'est beaucoup sur Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font confiance à Antpool pour venir faire des blocs sur Bitcoin avec leur matos. Et t'as Monero aussi sous la main ou pas? Bien sûr. Parce que du coup, vu qu'on parlait des coins centrés sur la privacy, enfin, moi honnêtement, si vous voulez utiliser ce genre de coin, ma recommandation serait plutôt d'aller vers Monero, qui est en fait plus utilisé que Zcash. Et le mining, s'il y a des gens qui veulent faire du mining de Monero, ce qui est entre guillemets la manière pure d'obtenir du Monero, puisque si vous faites du mining, vous n'avez pas de KYC à faire nulle part.
ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la manière dont est conçu le mining sur Monero, c'est qu'en fait, c'est essentiellement une économie de coût fixe. C'est-à-dire que contrairement à Bitcoin, où vous avez globalement la moitié de vos coûts qui partent en fait en électricité, Monero, ça se mine sur des CPU. L'algorithme de consensus de Monero évolue régulièrement pour empêcher qu'il y ait du matériel spécialisé qui émerge comme ça a été le cas sur Bitcoin. Et donc, on se retrouve avec des machines qui, en fait, sont généralistes, donc des CPU généralistes. Et donc, c'est essentiellement une économie de coût fixe, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer pour avoir du matériel performant. Et en fonction de à quel point vous payez et à quel point le matériel est performant, vous allez miner plus ou moins de Monero. Mais la partie coût variable, la partie électricité, est assez basse parce que souvent, c'est des machines qui vont consommer 50, 100, 150 watts. Et donc, en fait, 100 watts, vous pouvez le laisser allumer toute la journée, ça ne va pas vous changer votre facture d'électricité de manière drastique, quoi. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par les privacy coins, allez jeter un coup d'œil du côté de Monero et de comment le minage sur Monero fonctionne, parce que vous pourriez avoir des bonnes surprises. Il faut quand même avoir un bon CPU, il me semble, pour avoir de la valeur, mais tout à fait, tu as raison. Oui, Et complètement. ceci n'est pas un conscient investissement. Non, bien sûr que non, c'est juste, voilà, si vous vous intéressez Ouais, à la question de la privacy, allez jeter un œil à ça. Si vous vous intéressez aux questions de décentralisation aussi, c'est important comme sujet. Donc. Ouais, On va, alors, il y a MDR Lucky qui dit le hash rate n'appartient pas à Antpool, à vrai dire. Les utilisateurs déléguant le hash à Ant peuvent à tout moment stopper. Bien sûr. Ça permet aussi de nuancer la centralisation des pools de minage parce que c'est vrai que plus de 50% sur une pool, c'est inquiétant, mais ça dépend aussi de comment la pool est conçue et si c'est vraiment dangereux. Parce que admettons que la pool détienne plus de 50% et qu'il y ait qu'il y ait qu'une seule personne qui possède absolument tout, effectivement, ça l'est. Mais si on si on disperse ce hash rate à travers plusieurs fournisseurs différents avec avec des garde-fous entre guillemets, eh bien ça devient un peu plus Ouais. sécurisé. Pour résumer, je préfère une pool qui a 90% de la capacité de minage avec que des petits gens qui ont leur CPU que 3 gros mineurs qui ont 30% chacun. Voilà. La première option est beaucoup plus décentralisée que la deuxième. Alors que dans l'absolu, si demain on dit une pool de minage à 90% de minage, on va dire ah quelle horreur. Ouais, mais si c'est ce que disait MDR Lucky dans le chat avec ce message-là. Les utilisateurs peuvent à tout moment stopper. Donc si à un moment on voit que la pool fait n'importe quoi, on se retire. Donc c'est clair que là-dessus, au moins, il y a ça qui est avantageux. Ouais, et puis surtout c'est à la discrétion des pools de minage s'ils veulent rétablir en tout cas s'ils veulent une répartition comment dire plus homogène du hash rate. Et par exemple, via BTC, même s'ils sont majoritaires en ce moment, ils sont en pleine discussion avec d'autres pools pour pouvoir retomber en dessous de 50%. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, dans le fond, parce que déjà les pools de minage trouvent des arrangements et d'autre part, l'équipe de développement de Zcash n'a absolument rien fait. C'est les acteurs eux-mêmes qui décident de s'organiser. Alors, du coup, ça c'est intéressant. Quelle est la réponse, en effet, de l'équipe de développement de Zcash, la Electric Coin Company? C'est assez intéressant. Vous pouvez aller voir les, les Twitter des gens de Zcash, John Swihart en tête. Globalement, ce qu'il dit, c'est nous, notre protocole, il est décentralisé. Donc c'est bien, on revient sur le sujet précédent. Notre protocole est décentralisé, on ne va rien faire en fait. On n'a pas de possibilité de changer ce que font les pools. Les pools, on ne sait pas qui est dedans. On ne va pas dire aux gens arrêter s'ils ne veulent pas arrêter. Enfin, on indique qu'il y a en effet une problématique. On valide le fait que c'est quand même un peu problématique. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. On n'a pas de pouvoir en fait dessus. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire évoluer le protocole. On va le faire évoluer par une gouvernance qui existe. Je ne la connais pas parfaitement, la gouvernance de Zcash, mais globalement, on va proposer quelque chose, une évolution. Et cette évolution, son but, c'est d'amener en tout cas une diminution de ces pools. Ou en tout cas, une diminution de l'impact qu'aurait une attaque 51%. Ça, c'est leur point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour ça ?
un petit peu comme Ethereum, on a déjà parlé plein de fois du consensus précis d'Ethereum, les ghosts et ce genre de choses. En fait, il y a une finalité. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, dans Bitcoin, on n'est pas du tout sur, Bitcoin, Zcash, ainsi de suite. On n'a pas du tout de finalité. Donc, c'est-à-dire tous les blocs avancent. Il peut y avoir des forks et en fait, c'est le consensus qui va faire en sorte d'avoir le bon fork. La finalité, c'est de dire, OK, à partir d'un certain moment, on valide que cette histoire, elle est enregistrée et on ne la changera jamais. Et ce principe de finalité, c'est un truc qui veut être mis en place, en tout cas que l'Electric Coin Company veut mettre en place sur Zcash, où ils vont dire, un peu comme Ethereum qui, toutes les époques, donc tous les 32 blocs, on va dire que c'est bon, c'est validé s'il y a des attestations dessus. En fait, ils veulent faire un peu la même chose sur Zcash, avec une époque de 110 blocs. Bref, on s'en fiche des détails. Mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, on arriverait sur un système où les finalités, c'est valable dans du proof of stake. C'est pas valable dans du proof of work qui est vraiment complètement probabilistique. Donc, du coup, ils veulent réunir en fait un genre d'hybride, un nouveau consensus entre le proof of stake et le proof of work, où on a du proof of stake pour pouvoir valider, pour pouvoir attester de la véracité d'un certain nombre de blocs. Mais par contre, à côté, on reste sur du proof of work pour la création de blocs. Donc voilà, c'est des évolutions comme ça qu'ils veulent mettre en place et qui sont assez intéressantes pour garder leur aspect quand même de transparence, en tout cas d'anonymat sur leur réseau, mais pour autant avoir quelque chose qui tient en fait la charge. Donc s'il y a une attaque 51%, dans le futur, si ce truc-là passe, on pourra revenir finalement à la dernière époque qui était valide pour pouvoir en fait continuer la blockchain à partir de quelque chose de fonctionnel et qui n'a pas subi d'attaque 51. Donc voilà l'idée. Ok. Je trouve ça grave intéressant parce que leur réponse, elle est pas en mode OK, on va tout changer, on va appeler via BTC pour leur dire de tout changer. Non, elle est en mode on peut rien faire, les frérots, c'est pas nous qui décidons ça. Faites ce que vous pouvez, nous, on va faire ce qu'on peut à partir de développement. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. I don't make the rules. Ok. Top. Et je pense sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'y avoir participé. Petit message de MDR Lucky. Je vous rappelle que Alira est une école qui est spécialisée dans la blockchain et maintenant, depuis quelques semaines, plus globalement dans l'innovation, puisqu'on a mis toute une série de programmes qui concernent l'intelligence artificielle. Nos prochains programmes débuteront en janvier. Si vous voulez faire partie de la prochaine cohorte et de la prochaine série de professionnels qui vont changer la manière dont le monde fonctionne, que ce soit avec WorldCoin, la décentralisation ou la privacy, vous pouvez vous inscrire sur l'un de ces programmes. On forme des consultants, des développeurs sur l'IA, sur la blockchain, des spécialistes en finance décentralisée. On a construit les programmes avec à chaque fois des experts de l'écosystème, les Emmanuel Dana, les Marc Zeller, etc. Si vous voulez, du coup, n'hésitez pas à aller voir alira.fr, notre site web. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller formation qui vous orientera en fonction de votre profil vers ce qui correspond à vos besoins. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode des Chroniques d'Alira. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Life is just